1984, George Orwell. Partie 2, chapitre 2. Winston s'engaga sur le sentier tacheté d'ombre et de lumière, traversant des éclats dorés là où le feuillage s'écartait. Au pied des arbres, à sa gauche, le sol disparaissait sous des bleuets. L'air semblait embraser la peau. C'était le 2e jour de mai. Des profondeurs du bois s'élevait le chant des colombes. Il était un peu en avance, il n'avait eu aucun problème pour venir, et la fille était d'évidence si expérimentée qu'il était moins terrifié qu'il ne l'eût été en temps normal. Il pouvait probablement lui faire confiance pour trouver un endroit sûr. En général, vous ne pouviez pas espérer être plus en sécurité à la campagne que dans Londres. Il n'y avait pas de télécran, bien sûr, mais il y avait toujours le risque de microphones camouflés, votre voix pouvait être enregistrée et reconnue. De plus, il n'était pas facile de s'y rendre sans attirer l'attention. Pour des distances inférieures à 100 km, il n'était pas nécessaire de faire viser son passeport. Mais parfois, des patrouilles se trouvaient dans les gares, examinant les papiers de tous les membres du parti qu'elles croisaient et posant des questions indiscrètes. Néanmoins, aucune patrouille n'était apparue, et depuis qu'il avait quitté la gare, il avait jeté de prudents regards en arrière pour s'assurer qu'il n'était pas suivi. Le train était rempli de prolos, d'humeur festive à cause du climat estival. Le compartiment au siège en bois débordait d'une seule énorme famille, de l'arrière-grand-mère édentée au nourrisson d'1 mois, allant passer un après-midi avec la belle famille à la campagne, et comme ils l'expliquèrent sans réserve à Winston, pour se procurer un peu de beurre sous le manteau. Le sentier s'élargit, et 1 minute plus tard, il arriva à la piste qu'elle lui avait décrite, une simple trace du passage d'un troupeau qui plongeait entre les buissons. Il n'avait pas de montre, mais il ne devait pas encore être 15. Les bleuets étaient si denses qu'il était impossible de ne pas les écraser. Il s'agenouilla et commença à en ramasser, en partie pour passer le temps, mais également avec la vague idée qu'il aimerait en avoir un bouquet à offrir à la fille quand ils se retrouveraient. Il en avait rassemblé un certain nombre et sentait leur odeur mièvre quand un bruit dans son dos l'immobilisa. Le craquement inimitable de brindilles sous un pied. Il continua à ramasser des bleuets. C'était la meilleure chose à faire. Ça pouvait être la fille, ou il avait peut-être été repéré et suivi, après tout. Regarder autour de lui serait se montrer coupable. Il en cueillit un autre, puis un autre. Une main se posa légèrement sur son épaule. Il leva les yeux. C'était la fille. Elle secoua la tête, comme pour lui faire signe de rester silencieux, puis écarta les buissons et ouvrit le chemin sur la piste étroite dans le bois. Elle était visiblement déjà venue ici auparavant. Elle esquivait les flaques boueuses comme par habitude. Winston suivait toujours, agrippé à son bouquet de fleurs. Son premier sentiment avait été un soulagement, mais en voyant le vaillant corps élancé se mouvoir devant lui, avec la ceinture écarlate juste assez serrée pour révéler la courbe de ses hanches, la sensation de sa propre infériorité le pesait. Même maintenant, il semblait possible que, quand elle se retournerait et le regarderait, elle fît demi-tour, après tout. La douceur de l'air et le vert du feuillage le décourageaient. Déjà, sur le chemin depuis la gare, le soleil de mai l'avait fait se sentir sale et étiolé, comme une créature d'intérieur. La poussière crasseuse de Londres incrustée dans sa peau. Il songea que, jusqu'à présent, elle ne l'avait jamais sans doute vue à la lumière du jour. Ils arrivèrent à l'arbre mort dont elle avait parlé. La fille l'enjamba et écarta de force les buissons dans lesquels il ne semblait pas se trouver d'ouverture. Quand Winston l'eut suivi, il remarqua qu'il se trouvait dans une clairière, une petite colline verdoyante complètement ceinte de hauts arbustes. La fille s'arrêta et se retourna. « On y est, » dit-elle. Il lui faisait face à quelques pas de distance. Il n'osait pas s'approcher plus d'elle. « Je voulais rien dire sur le sentier, » continua-t-elle, au cas où il y avait un micro caché. « Je pense pas que ce soit le cas, mais c'est possible. Il y a toujours un risque qu'un de ces porcs reconnaisse ta voix.
Mais ici on craint rien. Il n'avait toujours pas le courage de l'approcher. On craint rien ici, répéta-t-il bêtement. Oui, regarde les arbres. C'étaient des petits frênes qui à un moment avaient été coupés et avaient repoussé en une forêt d'arbrisseaux. Aucun plus épais qu'un poignet. Il n'y avait rien d'assez gros pour cacher un micro. Et puis, je suis déjà venu ici. Il ne faisait que bavarder. Il avait réussi à s'approcher un peu plus près d'elle. Elle se tenait très droite devant lui, son visage barré d'un sourire teinté d'ironie, comme si elle se demandait pourquoi il était si lent à agir. Les bleuets étaient tombés au sol. Ils semblaient s'être échappés de leur propre volonté. Il prit sa main. « Est-ce que tu sais, dit-il, que jusqu'à maintenant, je ne connaissais pas la couleur de tes yeux ?» Ils étaient marrons, nota-t-il, plutôt clairs, avec des cils noirs. « Maintenant que tu me vois comme je suis vraiment, tu peux toujours me regarder ?»« Oui, sans problème. »« J'ai 39 ans. J'ai une femme dont je ne peux pas me débarrasser. J'ai des varices. J'ai 5 fausses dents. »« Je m'en fous complètement, répondit la fille. L'instant d'après, sans vraiment savoir comment, elle était dans ses bras. Au début, il ne ressentit rien d'autre qu'une pure incrédulité. Le corps juvénile était collé au sien, la chevelure noire était contre son visage, et oui, elle avait tourné la tête, et il embrassait la large bouche rouge. Elle avait passé ses bras autour de son cou. Elle l'appelait chérie, trésor, amour. Il l'avait étendue au sol, elle n'opposait absolument aucune résistance. Il pouvait faire ce qu'il voulait d'elle. Mais en vérité, il n'avait aucune sensation physique, à part le simple contact. Tout ce qu'il ressentait, c'était de l'incrédulité et de la fierté. Il était content que ça se produisît, mais il n'avait aucun désir physique. C'était trop tôt. Sa jeunesse et son charme l'avaient effrayé. Il avait trop l'habitude de vivre sans femme. Il ne savait pas pourquoi. La fille se redressa et retira un bleuet de ses cheveux. Elle s'assit contre lui, passant son bras autour de sa taille. « C'est pas grave, Trésor. On n'est pas pressé. On a toute l'après-midi. C'est pas une cachette merveilleuse? Je l'ai trouvée en me perdant un jour à une randonnée collective. Si quelqu'un approche, tu peux l'entendre à 100 mètres. »« Quel est ton prénom ?» demanda Winston. « Julia. »« Je connais le tien. C'est Winston. Winston Smith. »« Comment tu le sais ? » ?»« J'imagine que je suis plus doué que toi pour savoir des choses, Trésor. Dis-moi, tu pensais quoi de moi avant que je te donne le message ? » Il ne fut en aucun cas tenté de lui mentir. C'était même une sorte de gage d'amour que de commencer en avouant le pire. « Je détestais ta vue, dit-il. Je voulais te violer puis te tuer. Il y a 2 semaines, j'ai sérieusement envisagé de t'éclater le crâne avec un pavé. Si tu veux vraiment le savoir, j'imaginais que tu avais quelque chose à voir avec la police des pensées. » La fille éclata de rire, ravie, prenant visiblement cela comme un compliment sur l'habileté de son camouflage. « Pas la police des pensées. Tu pensais vraiment ça ? » ?»« Bon, peut-être pas exactement, mais ta façon d'être générale, seulement parce que tu es jeune et jolie et vive, tu comprends, j'ai pensé que, probablement... » « Tu pensais que j'étais une bonne membre du parti, pure en parole et en acte. Les banderoles, les processions, les jeux, les randonnées collectives, tout ce bordel. Et tu pensais que si j'avais eu ne serait-ce qu'un quart de l'occasion, je t'aurais dénoncé comme crime penseur et je t'aurais fait fusiller. » »« Oui, quelque chose dans le genre. Beaucoup de jeunes filles sont comme ça, tu sais. »« C'est ce putain de truc qui fait ça, » dit-elle, arrachant la ceinture écarlate des jeunesses antisexes et l'envoyant sur un buisson. Puis, comme si toucher ses hanches lui avait rappelé quelque chose, elle fouilla dans la poche de sa combinaison et en sortit un petit morceau de chocolat. Elle le brisa en 2 et en donna une moitié à Winston. Avant même de l'avoir pris, il sut à l'odeur que c'était un chocolat inhabituel. Il était sombre et brillant, enveloppé dans un papier argenté. Le chocolat était normalement marron, clair, friable, au goût s'approchant de la fumée d'un feu de la poubelle.
Mais à un moment ou à un autre, il avait goûté du chocolat comme celui qu'elle lui avait donné. La première bouffée de son odeur avait réveillé un souvenir qu'il ne parvenait pas à saisir, mais qui était puissant et troublant. « Où tu as eu ça ?» demanda-t-il. « Au marché noir, » répondit-elle, indifférente. « Apparemment, je suis ce genre de fille. Je suis douée pour les combines. J'étais chef de troupe chez les infiltrés. Je fais du travail bénévole 3 soirs par semaine pour les jeunesses antisexes. J'ai passé des heures et des heures à recouvrir Londres de leur putain de merde. Je tiens toujours un bout de la banderole dans les processions. J'ai toujours l'air contente et je ne rechigne jamais à rien. Crie avec la foule, je dis. C'est le seul moyen d'échapper au danger. » Le premier fragment de chocolat avait fondu sur la langue de Winston. Le goût était délicieux. Mais il y avait toujours ce souvenir qui se baladait aux frontières de sa conscience, comme une intense émotion, imparfaitement traduisible physiquement, comme un objet vu du coin de l'œil. Il l'écarta, seulement conscient que c'était le souvenir d'une action qu'il aurait aimé annuler, mais ne le pouvait pas. « Tu es très jeune, dit-il. Tu as 10 ou 15 ans de moins que moi. Qu'est-ce qui peut bien t'attirer chez un homme comme moi ? » C'est quelque chose sur ton visage. Je me suis dit qu'il fallait que je tente. Je suis douée pour repérer les personnes qui ne s'intègrent pas. Dès que je t'ai vu, j'ai su que tu étais contre eux. Eux désignaient le parti, et par-dessus tout le parti intérieur, duquel elle parlait avec une franche haine sarcastique qui mettait Winston mal à l'aise, même s'il savait qu'ils étaient ici en sécurité plus qu'ailleurs. Il était surpris de la grossièreté de son langage. Les membres du parti n'étaient pas censés jurer. Winston lui-même ne jurait que très peu, encore moins à voix haute. Julia, elle, semblait incapable de mentionner le parti, particulièrement le parti intérieur, sans utiliser le genre de mots inscrits sur les murs des ruelles malfamées. Ça ne lui déplaisait pas. C'était simplement un symptôme de sa révolte contre le parti et son monde, et d'une certaine façon, cela semblait naturel et sain, comme l'éternuement d'un cheval sentant du mauvais foin. Il avait quitté la clairière et errait à nouveau dans la pénombre tachetée, leurs bras enlacés à la taille de l'autre dès que le passage était assez large pour marcher côte à côte. Il remarqua combien sa taille semblait plus douce maintenant qu'elle ne portait plus la ceinture. Il ne parlait pas plus fort qu'un murmure. En dehors de la clairière, avait dit Julia, mieux valait être silencieux. Il avait à présent atteint l'orée du petit bois. Elle l'arrêta. « Sors pas. Quelqu'un surveille peut-être. On est en sécurité tant qu'on reste derrière les buissons. » Ils se tenaient dans l'ombre d'un noisetier. Le soleil même, à travers d'innombrables feuilles, réchauffait toujours leur visage. Winston regarda plus loin que dans le champ, et ressentit un lent et étranger sentiment de déjà-vu. Il le reconnaissait. Un ancien pâturage rongé par les lapins, dans lequel sinuait un chemin et où poussaient quelques taupinières. De l'autre côté du champ, par-dessus la haie dégarnie, les branches d'orme se balançaient lentement dans la brise, leurs feuilles frémissant en ensemble dense, comme les cheveux d'une femme. Il y avait sûrement tout près, mais hors de vue, un petit ruisseau où de fins poissons argentés nageaient sous les saules. « Il y a un ruisseau dans les environs ?» souffla-t-il. « Oui, il y a un ruisseau. Il est au bord du champ d'à côté. Il y a des poissons dedans, des gros. Tu peux les voir se reposer sous les saules, secouant leurs nageoires. »« C'est la contrée dorée, ou presque, murmura-t-il. »« La contrée dorée ? C'est rien, un paysage que j'ai vu parfois dans un rêve. »« Regarde, chuchota Julia. » Une grive s'était posée sur un buisson, à même pas 5 mètres d'eux, presque au niveau de leur visage. Peut-être ne les avait-elle pas vus. Elle était dans la lumière et eux dans l'ombre. Elle déploya ses ailes, les remit précautionneusement en place, baissa sa tête pendant un instant, comme pour signiger son obédience au soleil, puis commença à déverser un torrent de sifflements. Dans la torpeur de l'après-midi, le volume du chant était saisissant. Winston et Julia se collèrent l'un l'autre, fascinés. La musique continua, encore et encore, minute après minute,
en d'étonnantes variations, sans jamais se répéter, comme si l'oiseau faisait volontairement la démonstration de sa virtuosité. Parfois, il s'arrêtait pour quelques secondes, écartait et réajustait ses ailes, gonflait sa poitrine tachetée et reprenait son chant. Winston le contemplait avec une sorte de vague révérence. Pour qui? Pourquoi? Chantait cet oiseau. Aucun partenaire, aucun rival ne le regardait. Qu'est-ce qu'il avait fait se poser à l'orée d'un bois solitaire et donner son chant au vide? Il se demanda si, après tout, il y avait un microphone caché dans les environs. Lui et Julia avaient seulement doucement murmuré, et il n'aurait pas pu capter leurs paroles. Mais il capterait la grive. Peut-être qu'à l'autre bout de l'appareil, un petit homme cloporte écoutait avec attention. Écoutez ça. Mais petit à petit, le flot de musique chassa toute spéculation dans son esprit. C'était comme une sorte de liquide qui l'enrobait et se mélangeait avec les rayons du soleil filtrés par le feuillage. Il s'arrêta de penser pour simplement ressentir. La taille de la fille au creux de son bras, douce et chaude, il la rapprocha pour être poitrine contre poitrine. Son corps sembla se fondre dans le sien. Partout où allaient ses mains, il était docile comme de l'eau. Leurs bouches s'unirent. C'était très différent des rudes baisers échangés plus tôt. Quand ils écartèrent leurs visages à nouveau, tous deux soupirèrent profondément. L'oiseau prit peur et s'enfuit dans un battement d'ailes. Winston plaça ses lèvres contre son oreille. « Maintenant, murmura-t-il. « Pas ici, chuchota-t-elle au retour. « Retournons à la cachette, c'est plus sûr. » Hâtivement, avec un occasionnel craquement de brindilles, ils cheminèrent jusqu'à la clairière. Quand ils furent de retour dans le cercle d'arbustes, elle se retourna et lui fit face. Ils respiraient tous les deux rapidement, mais le sourire était réapparu au coin de ses lèvres. Elle le regarda pendant un moment, puis attrapa la glissière de la fermeture éclair de sa combinaison. Et oui, c'était presque comme dans son rêve, presque aussi prestement qu'il l'avait imaginé. Elle avait retiré ses vêtements, et quand elle les jeta sur le côté, c'était dans le même geste éblouissant qui pouvait annihiler une civilisation entière. Son corps laiteux, luisant dans le soleil. Mais pendant un instant, il ne regardait pas son corps. Ses yeux étaient rivés au visage couvert de taches de rousseur et à son petit sourire fier. Il s'agenouilla devant elle et prit ses mains dans les siennes. « Tu l'as déjà fait ?»« Bien sûr, des centaines de fois. Pas mal de fois en tout cas. »« Avec des membres du parti ?»« Oui, toujours avec des membres du parti. »« Avec des membres du parti intérieur ?» Pas avec ses porcs, non. Mais beaucoup aimeraient s'ils en avaient l'occasion. Ils sont pas aussi sains qu'ils le prétendent. Son cœur bondit. Elle l'avait fait de nombreuses fois. Il espéra que ce fût des centaines, des milliers. Tout ce qu'il supposait, une corruption les remplissait toujours d'un furieux espoir. Qui savait peut-être que le parti était pourri sous la surface. Son culte du zèle et de l'abnégation n'était qu'une imposture dissimulant sa licence. S'ils avaient pu tous les contaminer avec la lèpre ou la syphilis, comme il aurait adoré le faire. Vive le pourrissement, l'affaiblissement, la destruction. Il l'attira vers lui pour qu'ils fussent agenouillés face à face. « Écoute, plus tu as eu d'hommes, plus je t'aime. Tu comprends ?»« Oui, parfaitement. Je hais la pureté, je hais la bonté, je veux que la morale disparaisse. Je veux que tout le monde soit corrompu jusqu'aux os. Alors je suis faite pour toi, trésor. Je suis corrompue jusqu'aux os. Tu aimes le faire? Je veux dire, pas juste avec moi. La chose en elle-même. J'adore ça. » C'était bien plus que ce qu'il voulait entendre. Pas seulement l'amour d'une personne, mais l'instinct animal, le simple désir aveugle. C'était la seule force qui réduirait le parti en pièces. Il la pressa contre l'herbe, au milieu des bleuets. Il n'y eut aucune difficulté cette fois. Maintenant, les mouvements de leur poitrine ralentirent jusqu'à un rythme normal, et dans une sorte de plaisant abandon, ils se séparèrent.
Le soleil semblait être devenu plus chaud. Ils étaient tous les deux somnolents. Il chercha les combinaisons sur le côté et les ramena en partie sur elle. Presque immédiatement, ils s'assoupirent et dormirent pendant environ une demi-heure. Winston se réveilla en premier. Il s'assit et contempla le visage aux taches de rousseur, toujours calmement endormi, sur la paume de sa main. À part sa bouche, vous ne pouviez pas dire qu'elle était jolie. Elle avait une ou deux rides autour des yeux si vous regardiez attentivement. Les courts cheveux noirs étaient extraordinairement épais et doux. Il réalisa qu'il ne connaissait toujours pas son nom de famille, ni là où elle habitait. Le jeune corps vigoureux, abandonné dans son sommeil, éveilla en lui un sentiment de pitié, protecteur. Mais la tendresse candide qu'il avait ressentie sous le noisetier, quand la grive avait chanté, n'était pas vraiment revenue. Il poussa la combinaison sur le côté et étudia son bassin laiteux. À l'époque, songea-t-il, un homme regardait le corps d'une femme et le trouvait désirable. Fin de l'histoire. Mais vous ne pouviez pas avoir d'amour ou de désir pur désormais. Aucune émotion n'était pure, puisque tout se mêlait de peur et de haine. Leur étreinte avait été une lutte, son apogée une victoire. C'était un coup porté contre le parti. C'était un acte politique. Chapitre 3. On pourra revenir ici une fois, dit Julia. En général, on peut utiliser la même cachette 2 fois en sécurité. Mais pas avant 1 mois ou 2, bien sûr. Dès qu'elle se fut réveillée, son comportement avait changé. Elle était devenue alerte et efficace, s'était rhabillée, avait noué la ceinture écarlate à sa taille et avait commencé à organiser le trajet du retour. Il semblait naturel de la laisser faire. Elle avait visiblement une habileté pragmatique qui manquait à Winston, et elle semblait posséder une connaissance étendue de la campagne autour de Londres, accumulée pendant d'innombrables randonnées collectives. Le trajet qu'elle lui donna était très différent de celui par lequel il était venu, et la mena à une gare différente. « Ne rentre jamais par là où tu es arrivé, dit-elle, comme énonçant un axiome important. Elle partirait la première, et Winston attendrait une demi-heure avant de la suivre. Elle avait évoqué un endroit où il pourrait se retrouver après le travail d'ici 4 soirs. C'était une rue dans un des quartiers pauvres, où il y avait un marché en plein air, généralement bondé et bruyant. Elle déambulerait parmi les étals, prétendant être à la recherche de lacets ou de fils à repriser. Si elle jugeait que les environs étaient sûrs, elle se moucherait à son approche. Sinon, il devrait la dépasser sans la reconnaître. Mais avec de la chance, au milieu de la foule, il pourrait parler en toute sécurité pendant 1/4 d'heure et organiser une autre rencontre. « Je dois y aller maintenant, dit-elle, dès qu'il eut assimilé ses instructions. On m'attend à 19h30. Je dois donner 2 heures pour la jeunesse antisexe à distribuer des tracts ou un truc dans le genre. C'est vraiment chiant, hein. Passe-moi un coup dans le dos, s'il te plaît. Est-ce que j'ai des brindilles dans les cheveux? T'es sûr? Alors, au revoir, mon amour. Au revoir. » Elle se jeta dans ses bras, l'embrassa presque violemment, puis emprunta le chemin à travers les arbustes et disparut silencieusement dans les bois. Il ne connaissait toujours pas son nom de famille et son adresse. Ça n'avait toutefois aucune importance, puisqu'il était inconcevable qu'ils pussent se retrouver en intérieur ou échanger quoi que ce fût par écrit. Ils ne retournèrent jamais à la clairière dans le bois. Durant le mois de mai, ils ne parvinrent qu'une seule fois à faire à nouveau l'amour. C'était dans une autre cachette, comme connue de Julia, le beffroi d'une église en ruine, dans un coin de campagne presque complètement déserté, où une bombe atomique s'était abattue 30 ans plus tôt. C'était une bonne cachette, quand vous y étiez, mais il était extrêmement dangereux de s'y rendre. Le reste du temps, il ne pouvait se retrouver que dans les rues, à un endroit différent chaque soir, et jamais plus d'une demi-heure. Il était généralement facile de parler dans la rue d'une certaine façon. Alors qu'il errait sur les trottoirs peuplés, pas vraiment côte à côte, et sans jamais se regarder, ils entretenaient une curieuse discussion, comme la lumière intermittente d'un phare se murant dans le silence à l'approche d'un uniforme du parti, ou à proximité d'un télécran, puis reprenant quelques minutes plus tard, au milieu d'une phrase, s'arrêtant brutalement alors qu'ils se séparaient à l'endroit convenu,
et reprenant presque sans introduction le jour suivant. Julia semblait habituée à ce genre de conversation. Elle appelait parler en épisode. Elle était aussi étrangement douée pour parler sans bouger ses lèvres. Une seule fois en un mois de rencontres nocturnes, réussirent-ils à en échanger un baiser. Ils descendaient en silence une ruelle. Julia ne parlait jamais quand ils étaient loin des rues principales. Quand il y eut un vacarme assourdissant, la terre se souleva et l'air s'assombrit, et Winston se retrouva projeté au sol, sur le côté, écorché et terrifié. Un missile avait dû tomber, tout près. Il remarqua soudain le visage de Julia à quelques centimètres du sien, d'un blanc morbide comme la craie. Même ses lèvres étaient blanches. Elle était morte. Il la serra contre lui et réalisa qu'il embrassait un visage chaud, bien vivant. Il y avait une substance poudreuse qui se pressait contre ses lèvres. Leurs deux visages étaient couverts de plâtre. Certains soirs, après avoir atteint leur lieu de rendez-vous, ils devaient se croiser sans un signe, une patrouille étant apparue au coin de la rue ou un hélicoptère les survolant. Même si ça avait été moins dangereux, ils auraient été de toute façon difficiles de trouver plus de temps pour se rencontrer. Winston travaillait 60 heures par semaine et Julia encore plus, et leurs jours de repos changeaient selon la charge du travail et ne coïncidaient pas souvent. Julia, dans tous les cas, avait rarement une soirée complètement libre. Elle passait un temps incroyable à des discours et des manifestations, distribuant des fascicules pour les jeunesses anti-sexe, préparant des banderoles pour la semaine de haine, collectionnant des fonds pour les campagnes d'économie, et ainsi de suite. Ça payait, disait-elle. C'était un camouflage. Si vous suiviez les petites règles, vous pouviez enfreindre les grandes. Elle convainquit même Winston d'hypothéquer une autre de ses soirées en l'enrôlant à temps partiel dans la fabrication de munitions menée bénévolement par de zélés membres du parti. Donc, un soir, par semaine, Winston passait 4 heures d'un ennui paralysant à assembler des petits bouts de métal, probablement d'anciens morceaux de bombes, dans un atelier mal éclairé où les coups de marteau s'accordaient lugubrement à la musique des télécrans. Quand ils se retrouvèrent dans la tour de l'église, les trous de leur conversation fragmentaire furent comblés. C'était un après-midi brûlant, l'air dans la petite pièce carrée au-dessus des cloches était chaud et stagnant, et empestait la fiente de pigeons. Ils restèrent assis à parler pendant des heures sur le sol recouvert de brindilles, l'un ou l'autre se levant de temps en temps pour jeter un regard par les meurtrières et s'assurer que personne ne venait. Julia avait 26 ans. Elle vivait dans un foyer avec 30 autres filles. Toujours dans des relents de femmes, je hais les femmes, dit-elle en passant. Et elle travaillait, comme il l'avait deviné, sur des machines à écrire des romans au département des fictions. Elle aimait son travail, qui consistait principalement à faire fonctionner et réparer un puissant mais capricieux moteur électrique. Elle n'était pas brillante, mais adorait se servir de ses mains et se sentait à l'aise avec la machinerie. Elle pouvait décrire tout le processus de création d'un roman, depuis les directives générales émises par le comité de programmation jusqu'aux retouches finales de la brigade de réécriture. Mais le produit fini ne l'intéressait pas. Elle s'en foutait un peu de la lecture, dit-elle. Les livres étaient juste une marchandise qui devait être produite, comme la confiture ou les lacets. Elle n'avait aucun souvenir de quoi que ce fût avant le début des années 60, et la seule personne qu'elle ait connue qui parlait fréquemment de l'époque avant la Révolution était un grand-père qui avait disparu quand elle avait 8 ans. À l'école, elle avait été capitaine de l'équipe de hockey et avait gagné le trophée de gymnastique 2 années d'affilée. Elle avait été chef de troupe aux infiltrés et secrétaire de section à la Ligue de la jeunesse avant de rejoindre les jeunesses anti-sexe. Elle avait même été choisie, une marque infaillible de sa bonne réputation, pour travailler à la Pornosec, la sous-section du département des fictions qui produisait de la pornographie bas de gamme distribuée aux prolos. Cette sous-section était surnommée la porcherie, pour ceux qui y travaillaient, observa-t-elle. Elle y était restée 1 an, aidant à produire des brochures scellées aux titres comme « Punis-moi » ou « Une nuit à l'école des filles », données furtivement à des jeunes prolos qui avaient l'impression d'acheter quelque chose d'illégal. « Ils sont comment, ces livres ?» demanda Winston, curieux. « Oh, c'est vraiment de la merde. Ils sont réellement ennuyants. Ils ont que 6 intrigues, mais ils les mélangent un peu. Bien sûr, je suis
que sur les kaléidoscopes. J'ai jamais été dans la brigade de réécriture. Je suis pas littéraire, Trésor. Même pas assez pour ça. Il apprit avec stupéfaction que tous les travailleurs de la porno sec, à part la direction du département, étaient des femmes. La théorie était que les hommes, dont les instincts sexuels étaient moins contrôlables que ceux des femmes, risquaient plus d'être corrompus par les obscénités manipulées. Ils aiment même pas avoir des femmes mariées là-dedans, ajouta-t-elle. Les filles sont supposées être si pures. J'en connais une qui l'est pas, en tout cas. Elle avait eu sa première liaison amoureuse à 16 ans, avec un membre du parti de 60 ans qui s'était suicidé un peu plus tard pour échapper à l'arrestation. Et il a bien fait, dit Julia. Sinon, ils auraient eu mon nom quand ils auraient confessé. Depuis, il y en avait eu un certain nombre d'autres. Elle voyait la vie d'une façon simple. Vous vouliez vous amuser. Il, c'est-à-dire le parti, voulait vous en empêcher. Vous enfreigniez les règles du mieux possible. Elle semblait penser que c'était aussi naturel qu'ils essayassent de vous priver de vos plaisirs que vous voulussiez éviter d'être arrêté. Elle détestait le parti et l'exprimait dans les mots les plus crus, mais elle n'en faisait aucune critique générale. À part quand ça impactait sa propre vie, elle ne s'intéressait pas à la doctrine du parti. Il remarqua qu'elle n'utilisait jamais des mots de nouvelle langue, sauf ceux qui étaient passés dans le langage courant. Elle n'avait jamais entendu parler de la fraternité et refusait de croire en son existence. Toute tentative de révolte organisée contre le parti, qui était voué à l'échec, lui paraissait stupide. Ce qui était intelligent, c'était d'enfreindre les règles tout en restant vivant. Il se demanda vaguement combien d'autres pensaient comme elle parmi la jeune génération. Des personnes ayant grandi dans le monde de la Révolution, n'ayant rien connu d'autre, considérant le parti comme inaltérable, comme le ciel, ne se rebellant pas contre l'autorité, mais simplement lui échappant comme un lièvre esquivant un chien. Ils ne discutèrent pas de la possibilité de se marier. C'était trop lointain pour valoir la peine d'y réfléchir. Aucun comité ne permettrait un tel mariage, même si Catherine, la femme de Winston, avait pu être écartée. C'était sans espoir, même en rêve. « Elle était comment, ta femme ?» demanda Julia. « Elle était... Tu connais le mot de nouvelle langue, bon pensant, qui veut dire naturellement orthodoxe, incapable d'avoir une mauvaise pensée? » Non, je connaissais pas ce mot, mais je vois très bien le genre de personne. Il commença à lui raconter les détails de sa vie maritale, mais étrangement, elle semblait en connaître déjà les grandes lignes. Elle lui décrivit, comme si elle l'avait vu ou ressenti, le raidissement du corps de Catherine dès qu'il la touchait, la façon dont elle semblait le repousser de toutes ses forces, même quand ses bras s'accrochaient fermement à lui. Il ne ressentait aucune difficulté à parler de ce genre de choses avec Julia. Le souvenir de Catherine n'était plus douloureux depuis longtemps et était devenu simplement déplaisant. « J'aurais pu le supporter s'il n'y avait pas eu une chose, dit-il. » Il lui décrivit le petit rituel morbide que Catherine l'avait forcé à endurer une nuit par semaine. Elle détestait ça, mais rien n'aurait pu la faire arrêter. Tu ne devineras jamais comment elle appelait ça. « Notre devoir pour le parti ?» répondit immédiatement Julia. « Comment tu le sais ?»« Je suis allée à l'école aussi, Trésor. Éducation sexuelle une fois par mois pour les plus de 16 ans. Et au mouvement pour la jeunesse. Ils vous bourrent le crâne pendant des années. Et je le dis, ça marche dans beaucoup de cas. Après, tu n'es jamais sûr. Les gens sont si hypocrites. » Elle commença à développer sur le sujet. Avec Julia, tout se ramenait à sa propre sexualité. D'une manière ou d'une autre, dès que cela y touchait, elle était capable d'une grande clairvoyance. Contrairement à Winston, elle avait compris la signification intime du puritanisme sexuel du parti. Ce n'était pas seulement que l'instinct sexuel créait un monde à part sur lequel le parti n'avait aucun contrôle et qui devait donc être détruit si possible. Ce qui était plus important était que la privation sexuelle provoqua de l'hystérie, qui était désirable, car elle pouvait être transformée en fièvre guerrière et en culte de dirigeants. Elle le décrivait ainsi. Quand tu fais l'amour, tu utilises de l'énergie,
et après tu te sens heureux, et tu te fous de tout. Ils ne supportent pas que tu te sentes comme ça. Ils veulent que tu débordes d'énergie tout le temps. Toutes ces marches, dans un sens et dans l'autre, ces exultations, ces drapeaux brandis, c'est juste du jus de sexe. Si tu es heureux en toi-même, pourquoi serais-tu excité par Tonton, les plans triennaux, les 2 minutes de haine et tout le reste de leur putain de merde? C'était très vrai, pensa-t-il. Il y avait un lien direct et intime entre la chasteté et l'orthodoxie politique. Comment la peur, la haine et la crédulité imbécile requises par le parti chez ses membres pouvaient-elles être maintenues au bon niveau, sinon en canalisant un puissant instinct et en l'utilisant comme moteur? La pulsion sexuelle était dangereuse pour le parti, et le parti l'avait tournée à son avantage. Ils avaient joué le même tour à l'instinct parental. La famille ne pouvait pas vraiment être abolie, et, en effet, les gens étaient encouragés à aimer leurs enfants presque comme avant. Les enfants, de leur côté, étaient systématiquement retournés contre leurs parents, on leur apprenait à les espionner, à dénoncer leur déviance. La famille était en réalité devenue une extension de la police des pensées. C'était un instrument par lequel chacun pouvait être entouré nuit et jour par des informateurs qui vous connaissaient intimement. Ses pensées revinrent brusquement vers Catherine. Catherine qui l'aurait sûrement dénoncée à la police des pensées si elle n'avait pas été trop stupide pour détecter l'hétérodoxie dans ses opinions. Mais ce qui la lui rappela à cet instant était la chaleur étouffante de l'après-midi qui faisait perler son front. Il commença à raconter à Julia quelque chose qui s'était produit, ou plutôt n'avait pas réussi à se produire, une autre après-midi suffocante, 11 ans plus tôt. C'était 3 ou 4 mois après leur mariage. Ils s'étaient perdus lors d'une randonnée collective, quelque part dans le Kent. Ils n'avaient que quelques minutes de retard sur les autres, mais ils avaient pris une mauvaise direction et s'étaient retrouvés sur le rebord d'une ancienne carrière de craie. C'était un précipice de 10 ou 20 mètres, avec des rochers en contrebas. Il n'y avait personne à qui demander leur chemin. Dès qu'elle eut réalisé qu'ils étaient perdus, Catherine s'agita. Être à l'écart pour quelques instants de la foule bruyante des randonneurs lui donna un sentiment de culpabilité. Elle voulait se dépêcher de rebrousser chemin et commencer à chercher dans une autre direction. Mais Winston avait remarqué plusieurs touffes de salicaires poussant dans les fissures de la falaise, sous leurs pieds. Une touffe avait 2 couleurs, magenta et rouge brique, poussant apparemment de la même racine. Il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Et il appela Catherine pour la faire venir et regarder. « Regarde, Catherine, regarde ces fleurs. Cette touffe près du pied de la falaise. Tu vois qu'elles sont de 2 couleurs différentes ?» Elle était déjà en train de repartir, mais elle revint plutôt frénétiquement pour un instant. Elle se pencha même au-dessus du vide pour voir ce qu'il pointait. Il se tenait un peu derrière elle et mit sa main à sa taille pour la stabiliser. Il réalisa soudain qu'ils étaient complètement seuls. Il n'y avait pas une âme aux alentours, pas un bruissement de feuilles, pas même un oiseau éveillé. Dans un endroit comme ça, il y avait peu de chances qu'il y eût un microphone caché, et même s'il y en avait eu un, il ne capterait que des sons. C'était l'heure la plus chaude et la plus torpide de l'après-midi. Le soleil les écrasait, la sueur piquait son visage, et l'idée lui vint. « Pourquoi tu l'as pas poussé une bonne fois pour toutes ?» demanda Julia. « C'est ce que j'aurais fait. »« Je sais que tu l'aurais fait, chérie. Je l'aurais fait aussi si j'avais été celui que je suis maintenant. Ou peut-être que j'aurais... Je sais pas. Tu regrettes de ne pas l'avoir fait ? Globalement, oui, je regrette. » Ils étaient assis l'un à côté de l'autre, sur le sol poussiéreux. Il la rapprocha contre lui. Sa tête se posa sur ses épaules, l'odeur plaisante de ses cheveux masquant celle de la fiente. Elle était très jeune, songea-t-il. Elle espérait encore quelque chose de la vie. Elle ne comprenait pas que pousser une personne gênante dans un précipice ne résolvait rien. En fait,
Ça n'aurait rien changé, dit-il. Alors, pourquoi tu regrettes de ne pas l'avoir fait? Juste parce que je préfère le positif au négatif. À ce petit jeu, qu'est notre vie, on ne peut pas gagner. Certains échecs sont mieux que d'autres, c'est tout. Il sentit ses épaules tressaillir de désaccord. Elle s'opposait toujours à lui quand il tenait ce genre de propos. Elle ne voulait pas accepter comme une loi de la nature que l'individu était toujours vaincu. D'une certaine façon, elle réalisait qu'elle-même était condamnée, que tôt ou tard la police des pensées l'attraperait et la tuerait. Mais d'une autre partie de son esprit, elle croyait qu'il était possible de construire un monde secret où vous pouviez vivre comme vous le souhaitiez. Tout ce qu'il vous fallait, c'était de la chance, de la ruse et du courage. Elle ne comprenait pas que le bonheur n'existait pas, que la seule victoire serait dans un futur lointain, bien après votre mort, et que, du moment où vous déclariez la guerre au parti, il valait mieux se considérer comme un cadavre. « Nous sommes les morts, dit-il. »« On n'est pas encore morts, répliqua-t-elle, prosaïquement. »« Physiquement, non. Pas pour 6 mois, 1 an, 5 ans peut-être. J'ai peur de la mort. Tu es jeune, tu dois en avoir encore plus peur que moi. Bien sûr qu'on doit tenir le plus longtemps possible, mais ça ne fait pas une grande différence. Tant que les humains restent humains, la vie et la mort sont la même chose. Tu dis de la merde. Tu préfères coucher avec qui, moi ou un squelette? T'aimes pas être en vie? T'aimes pas te dire c'est moi, c'est ma main, c'est ma jambe, je suis réel, j'existe, je suis vivant. T'aimes pas ça? Elle se contorsionna pour presser sa poitrine contre lui. Il pouvait sentir ses seins, charnus mais fermes, à travers sa combinaison. Son corps sembla déverser un peu de sa jeunesse et de sa vigueur en lui. « Si, j'aime ça, » répondit-il. « Alors arrête de parler de mourir. Et maintenant, écoute, Trésor, il faut qu'on fixe notre prochaine rencontre. On pourrait retourner dans le bois, ça fait assez longtemps. Mais tu vas devoir y aller par un autre chemin cette fois. J'ai tout prévu. Tu prends le train. Regarde, je vais te le dessiner. » Et avec son efficacité habituelle, elle forma un petit carré de poussière et avec une brindille d'un nid de pigeon, commença à dessiner une carte sur le sol. Chapitre 4. Winston examina la petite pièce miteuse au-dessus de la boutique de M. Charrington. À côté de la fenêtre, le lit était fait, avec des lambeaux de couverture et un traversin sans housse. L'antique horloge au cadran à 12 heures tic-taquait au-dessus de la cheminée. Dans un coin, sur la table, à rabat, le presse-papier en verre qu'il avait acheté lors de sa dernière visite luisait dans la pénombre. Dans l'âtre de la cheminée se trouvait un poêle à pétrole cabossé, une casserole et 2 tasses, fournies par M. Charrington. Winston alluma le brûleur et mit de l'eau à bouillir. Il avait apporté une enveloppe remplie de café de la Victoire et des pastilles de saccharine. Les aiguilles de l'horloge indiquaient 7h20. Il était en réalité 19h20. Elle arriverait à 19h30. C'était de la folie, lui répétait son cœur. Une folie consciente, absurde, suicidaire. De tous les crimes qu'un membre du parti put commettre, celui-ci était le plus difficile à dissimuler. En réalité, l'idée lui était tout d'abord venue à l'esprit sous la forme d'une vision du presse-papier en verre reflété par le plateau de la table à rabat. Comme il l'avait supposé, M. Charrington n'avait fait aucune manière pour louer la pièce. Il était visiblement heureux des quelques dollars que cela lui rapporterait. Il ne sembla pas plus choqué ni excessivement complice quand il comprit que Winston voulait la pièce pour une liaison amoureuse. Au contraire, il conserva toute sa mesure et discuta de généralités avec un air si délicat qu'il donnait l'impression d'être devenu presque invisible. L'intimité, dit-il, était une chose précieuse. Tout le monde voulait un endroit où être seul de temps en temps. Et quand vous trouviez cet endroit, ce n'était qu'une courtoisie ordinaire que tous ceux au courant le gardassent pour eux. Il ajouta même, semblant presque s'évaporer, qu'il y avait 2 entrées à la maison.
l'autre était à travers la cour qui donnait sur une allée. Sous la fenêtre, quelqu'un chantait. Winston jeta un coup d'œil, protégé par le rideau en mousseline. Le soleil de juin était toujours haut dans le ciel, et dans la cour ensoleillée, une femme monstrueuse, solide comme un pilier normand, aux vigoureux avant-bras rougeaux et un tablier lâchement noué autour de la taille, allait et venait lourdement entre une bassine et un fil à linge, étendant une collection de carrés blancs, que Winston reconnut être des couches pour bébé. Dès que la bouche était libérée des pinces à linge, elle chantait dans un puissant contralto. C'était un amour impossible, court comme un jour d'avril, juste un mot, juste un regard, et le rêve s'évanouit. Avec mon cœur, il s'est enfui. Ce chant hantait Londres depuis des semaines. C'était une des nombreuses chansons similaires produites au bénéfice des prolos par une sous-section du département des musiques. Les paroles de ces chansons étaient composées sans aucune intervention humaine sur un instrument appelé un versificateur. Mais la femme le chantait si harmonieusement qu'elle transformait l'horrible immondice en un chant presque plaisant. Il entendait la femme chanter, ses chaussures frottées sur les pavés. Les enfants criaient dans la rue et, quelque part au loin, la rumeur du trafic. Et pourtant, la pièce semblait curieusement silencieuse. Il n'y avait pas de télécran. C'était de la folie. De la folie. De la pure folie, songea-t-il à nouveau. Il était inconcevable qu'ils pussent fréquenter cet endroit plus de quelques semaines avant d'être arrêtés. Mais la tentation d'avoir une cachette qui leur appartint vraiment, en intérieur et à la fois proche, avait été trop grande pour eux deux. Plusieurs fois après leur visite au beffroi de l'église, il leur avait été impossible de planifier des rencontres. Les heures de travail avaient été drastiquement augmentées en prévision de la semaine de haine. Elle était dans plus d'un mois, mais les énormes et complexes préparatifs qu'elle engendrait donnaient du travail supplémentaire à tout le monde. Ils étaient finalement parvenus tous les deux à obtenir une après-midi de libre le même jour. La veille au soir, ils s'étaient brièvement rencontrés dans la rue. Comme d'habitude, Winston regarda à peine Julia, tandis qu'ils déambulaient l'un vers l'autre dans la foule, mais du regard furtif qu'il lui lança, il lui sembla qu'elle était plus pâle que d'habitude. « C'est cuit, » murmura-t-elle quand elle jugea sûre de parler. « Pour demain, je veux dire. »« Quoi ? » ?»« Demain après-midi. Je peux pas venir. »« Pourquoi pas ? » ?»« Oh, la raison habituelle. Ça a commencé plus tôt cette fois. » Pour un instant, il fut violemment en colère. Pendant le mois passé, depuis qu'il l'avait rencontrée, son désir pour elle avait changé. Au début, il n'avait contenu que très peu de sensualité. Leur premier rapport charnel avait simplement été un acte de volonté. Mais après la deuxième fois, ça avait été différent. L'odeur de ses cheveux, le goût de sa bouche, le toucher de sa peau semblaient l'avoir pénétré ou imprégné l'air autour de lui. Elle était devenue un besoin physique, quelque chose que non seulement il voulait, mais qui pensait également lui être dû. Quand elle avait dit qu'elle ne pourrait pas venir, il avait eu l'impression qu'elle le trompait. À cet instant, la foule les rapprocha et leurs mains se touchèrent accidentellement. Elle pressa furtivement le bout de ses doigts, semblant inviter non au désir mais à l'affection. Il lui apparut qu'en vivant avec une femme, ce genre de déception devait être normal et récurrent, et il ressentit soudain pour elle une profonde tendresse, comme il n'en avait jamais ressenti avant. Il aurait voulu qu'ils fussent mariés depuis 10 ans. Il aurait voulu pouvoir marcher avec elle dans la rue, comme il le faisait maintenant, mais sans se cacher et sans peur, échangeant des banalités et achetant des babioles pour la maison. Il aurait par-dessus tout voulu qu'ils eussent un endroit où ils auraient pu être seuls ensemble, sans se sentir obligés de faire l'amour à chaque rencontre. Ce n'était pas exactement à ce moment, mais le jour suivant que lui était venue l'idée de louer la pièce à M. Charrington. Quand il le suggéra à Julia, elle approuva avec un entrain inattendu. Les deux savaient que c'était pure folie. C'était comme s'ils creusaient volontairement leur tombe. Assis sur le bord de lit, il songea à nouveau au sous-sol du ministère de l'amour. Il était curieux, comme l'inévitable horreur entrait et sortait de votre conscience.
Elle était là, gravée dans le futur, précédant la mort aussi sûrement que 99 précédait 100. Vous ne pouviez pas y échapper, mais vous pouviez peut-être la retarder. Et pourtant, de temps à autre, par un acte conscient et volontaire, vous choisissiez de réduire votre sursis. Il y eut un bruit de pas rapide dans l'escalier. Julia se précipita dans la pièce. Elle transportait un sac à outils, en grossière toile de jute, comme il l'avait vu emporter au ministère. Il s'approcha pour la prendre dans les bras, mais elle s'écarta plutôt vivement, en partie parce qu'elle portait toujours le sac à outils. « Une seconde, dit-elle. Il faut que je te montre ce que j'ai apporté. Tu as amené ce sale café de la Victoire ? Je m'en doutais. Tu peux le balancer, on n'en aura pas besoin. Regarde. » Elle s'agenouilla, ouvrit le sac et jeta quelques clés et tournevis qui remplissaient le dessus. En dessous se trouvaient plusieurs paquets en papier. Le premier paquet qu'elle passa à Winston semblait étrangement mais vaguement familier. Il était rempli d'une sorte de poudre épaisse comme du sable qui collait aux doigts. « On dirait du sucre, non ?» demanda-t-il. « Du vrai sucre, pas de la saccharine, du sucre. Et voilà une miche de pain. Du vrai pain blanc, pas notre putain de merde. Et un petit pot de confiture. Et voilà une brique de lait. Mais regarde ! Ça, j'en suis vraiment fière. J'ai dû l'emballer dans du linge parce que... » Elle n'eut pas besoin de lui expliquer pourquoi elle l'avait emballé. L'odeur envahissait déjà la pièce. Une odeur riche et chaude qui semblait provenir de son enfance, mais que vous rencontriez encore quelques fois maintenant, s'échappant d'une allée avant qu'une porte ne claquât, ou se diffusant mystérieusement dans une rue bondée, humée quelques secondes avant de disparaître à nouveau. « C'est du café, murmura-t-il. Du vrai café. C'est du café du parti intérieur. Il y en a tout 1 kilo, dit-elle. Comment tu as pu avoir tout ça? C'est que des trucs du parti intérieur. Il n'y a rien que ces porcs n'ont pas. Rien. Mais les garçons, les serviteurs, les gens en piquent. Et, regarde, j'ai aussi un petit paquet de thé. Winston s'était penché à côté d'elle. Il déchira un coin du paquet. C'est du vrai thé, pas des feuilles de ronces. Il y a beaucoup de thé en ce moment. Ils ont capturé l'Inde ou un truc dans le genre, dit-elle vaguement. Mais écoute, Trésor, je veux que tu te retournes pour 2 ou 3 minutes. Va t'asseoir de l'autre côté du lit. Va pas trop près de la fenêtre, et te retourne pas avant que je te le dise. Winston laissa divaguer son regard à travers le rideau en mousseline. Dans la cour, la femme aux bras rougeaux allait et venait toujours, entre la bassine et le fil. Elle prit 2 pinces dans sa bouche et chanta profondément. Ils disent qu'avec le temps tout guérit, ils disent qu'avec le temps on oublie, mais les joies et les larmes du passé me tordent le cœur pour des années. Elle semblait connaître toute cette niaiserie par cœur. Sa voix s'élevait dans la douceur de l'été, harmonieuse, chargée d'une sorte de mélancolie heureuse. Elle donnait l'impression de pouvoir être parfaitement comblée. Si les soirées de juin et le stock de linge étaient infinis, à rester là pour des milliers d'années, à étendre des couches et chanter des fadaises. Il réalisa que, bizarrement, il n'avait jamais entendu un membre du parti chanter seul spontanément. Cela semblerait même légèrement hétérodoxe. Une excentricité dangereuse, comme se parler à soi-même. Peut-être était-ce quand quelqu'un était presque affamé qu'il avait quelque chose à chanter. « Tu peux te retourner, dit Julia. Il se retourna et pendant un instant ne parvint presque pas à la reconnaître. Il s'était attendu à la retrouver nue, mais elle n'était pas nue. La transformation était bien plus surprenante que ça. Elle était maquillée. Elle avait dû se glisser dans une boutique de prolo et s'acheter un ensemble complet de maquillage. Ses lèvres étaient d'un rouge profond, ses joues avaient rosi, son nez était poudré. Il y avait même une touche sous ses yeux qui les faisait ressortir. Ce n'était pas parfait, mais les standards de Winston en la matière n'étaient pas très élevés. Il n'avait jamais vu ou imaginé une femme du parti avec des cosmétiques sur le visage. Son apparence s'était incroyablement améliorée. Juste avec quelques touches de couleur au bon endroit, non seulement elle était devenue plus jolie, mais aussi, par-dessus tout, beaucoup plus féminine.
Les cheveux courts et la combinaison, par contraste, ne faisaient que renforcer l'effet. En la prenant dans ses bras, une effluve de violettes de synthèse envahit ses narines. Il se souvint de la pénombre d'une cuisine, au rez-de-chaussée, et de la bouche caverneuse d'une femme. C'était le même parfum qu'elle avait porté. Mais, pour l'heure, ça ne semblait pas compter. « Du parfum aussi !» s'exclama-t-il. « Oui, trésor, du parfum aussi. Et tu sais ce que je ferai après ? Je vais me procurer une vraie robe de femme, quelque part, et la porter à la place de ces putains de pantalons. Je vais porter des bas en soie et des chaussures à talons. Dans cette pièce, je serai une femme, pas une camarade du parti. » Ils jetèrent leurs vêtements et grimpèrent dans l'immense lit en acajou. C'était la première fois qu'il s'était déshabillé lui-même en sa présence. Jusqu'à présent, il avait été trop honteux de son corps, pâle et maigre, avec des varices sur les mollets et la peau décolorée au-dessus des chevilles. Il n'y avait pas de drap, mais les couvertures dans lesquelles ils étaient étendus étaient usées et douces, et la taille et la souplesse du lit les stupéfièrent tous les deux. « C'est sûrement plein de bêtes, mais on s'en fout, non ?» dit Julia. On ne voyait plus de lit double en ces temps-là, sauf chez les prolos. Winston avait occasionnellement dormi dans l'un d'eux durant son enfance. Julia ne s'était jamais retrouvée dedans auparavant, d'aussi loin qu'elle s'en souvint. Ils s'endormirent pendant un moment. Quand Winston se réveilla, les aiguilles de l'horloge avaient avancé jusqu'à presque 9 heures. Il ne bougea pas. Julia dormait, la tête au creux de son bras. Son maquillage s'était éparpillé sur son propre visage ou sur le traversin, mais une légère trace de rose rehaussait toujours la beauté de ses pommettes. Un rayon orangé du soleil couchant partait du pied du lit et éclairait la cheminée, où l'eau dans la casserole bouillait férocement. Dans la cour, la femme ne chantait plus, mais les cris lointains d'enfants flottaient dans la rue. Il se demanda vaguement si, dans le passé aboli, il avait été courant de rester au lit comme ça, dans la fraîcheur d'un soir d'été, un homme et une femme dénudés faisant l'amour quand ils le désiraient, discutant de ce qu'ils voulaient, ne ressentant aucune obligation de se lever, simplement étendus et écoutant le bruit paisible du dehors. Une époque où cela aurait semblé ordinaire n'avait sans doute jamais existé. Julia se réveilla, frotta ses yeux et se redressa sur ses coudes pour regarder le poêle. « La moitié de l'eau s'est évaporée, dit-elle. Je vais me lever et faire du café dans un moment. On a 1 heure. À quelle heure il coupe la lumière chez toi ? 23h30. C'est à 23h au foyer, mais tu dois y être avant parce que... Hé, casse-toi, saleté !» Elle se contorsionna soudain à travers le lit, saisit une chaussure au sol et la projeta dans le coin de la pièce dans un geste masculin du bras, exactement comme il l'avait vu envoyer le dictionnaire sur Goldstein le matin pendant les 2 minutes de haine. « Qu'est-ce que c'était » demanda-t-il, surpris. « Un rat. Je l'ai vu passer son sale museau à travers le lambris. Il y a un trou là-bas. Je lui ai bien fait peur, en tout cas. »« Des rats ?» murmura Winston. « Dans ces pièces ?»« Il y en a partout, » dit Julia, indifférente, en se recouchant. « On en a même dans la cuisine au foyer. Certains quartiers de Londres sont infestés. Tu sais qu'ils attaquent les enfants ? Eh oui, dans certaines rues, les mères osent pas laisser leur bébé seul plus de 2 minutes. Ce sont les gros marrons qui font ça. Et le pire avec ces saletés, c'est qu'ils vont toujours... « Arrête !» dit Winston, les yeux solidement clos. « Trésor, tu es devenu tout pâle. Qu'est-ce qu'il y a ? Ils te mettent mal ? » De toutes les horreurs du monde, un rat. Elle le serra contre lui et l'entoura dans ses bras comme pour le rassurer, avec la chaleur de son corps. Il ne rouvrit pas tout de suite les yeux. Pendant un moment, il eut l'impression d'être de retour dans un cauchemar qui s'était répété tout au long de sa vie. C'était toujours à peu près le même. Il se tenait face à un mur de ténèbres, et de l'autre côté se trouvait quelque chose d'insoutenable, quelque chose de trop effrayant pour y faire face. Dans son rêve, son plus grand sentiment était toujours celui d'une grande déception de lui-même, car il savait très bien ce qui se trouvait de l'autre côté du mur de ténèbres. Avec un effort funeste, comme pour arracher une partie de son cerveau, il aurait même pu tirer la chose dans la lumière. Il se réveillait toujours sans savoir ce que c'était, mais d'une façon ou d'une autre, c'était relié à ce que Julia allait dire avant qu'il ne la coupât.
Je suis désolé, dit-il, c'est rien. J'aime pas les rats, c'est tout. T'inquiète, Trésor. On va pas laisser ces saletés s'installer ici. Je vais boucher le trou avec des linges avant qu'on parte. Et la prochaine fois qu'on vient, j'apporterai du plâtre pour colmater tout ça comme il faut. Le noir instinct de panique était déjà à moitié oublié. Se sentant légèrement honteux, il s'assit contre la tête de lit. Julia sortit du lit, enfila sa combinaison et prépara le café. L'odeur qui s'éleva de la casserole était si intense et excitante qu'ils fermèrent la fenêtre, de peur que quelqu'un dehors la remarquât et devint trop curieux. Ce qui était encore mieux que le goût du café, c'était la texture soyeuse que lui donnait le sucre, quelque chose que Winston avait presque oublié, après des années de saccharine. Avec une main dans sa poche et l'autre tenant un morceau de pain recouvert de confiture, Julia déambula dans la pièce, jetant un regard indifférent à la bibliothèque, soulignant la meilleure façon de réparer la table à rabat, se laissant tomber dans le fauteuil râpeux pour voir s'il était confortable, et examinant l'absurde horloge aux 12 heures avec une sorte d'amusement compréhensif. Elle amena le presse-papier en verre sur le lit pour mieux le regarder dans la lumière. Il le lui prit de sa main, fasciné comme toujours par l'aspect doux et liquide du verre. « Tu penses que c'est quoi ?» demanda Julia. « Je pense pas que ce soit quoi que ce soit. Je veux dire, je pense pas que ça ait jamais servi. C'est ça que j'aime. C'est un petit morceau d'histoire qu'ils ont oublié d'altérer. C'est un message qui a une centaine d'années, si quelqu'un savait le déchiffrer. » « Et ce tableau-là, dit-elle en hochant la tête vers la gravure sur le mur opposé. Il aurait 100 ans, lui aussi ? Plus. 200, je dirais. On peut pas être sûr. C'est impossible de savoir l'âge de quoi que ce soit de nos jours. » Elle s'approcha pour l'examiner. « Voilà d'où cette saleté a sorti son museau, dit-elle en donnant un coup dans le lambris, juste sous le tableau. C'est quoi cet endroit ? J'ai déjà vu quelque part. C'est une église, ou plutôt c'en était une. Elle s'appelait Saint-Clément. Le fragment de la comptine que M. Charrington lui avait apprise lui revint en tête, et il ajouta, à moitié nostalgique. Orange citron pour mère grand, disent les cloches de Saint-Clément. À sa plus grande surprise, elle poursuivit. Tu me dois 3 florins, disent les cloches de Saint-Martin. Quand payeras-tu ton crédit, disent les cloches de Lloyd Bailey. Je sais plus comment ça fait après, mais en tout cas, je me souviens que ça se termine par « Voici une bougie pour éclairer ton lit, voici une machette pour te couper la tête. » C'était comme les 2 faces d'une pièce de monnaie. Mais il devait y avoir un autre vers après les cloches de Lloyd Bailey. Il était peut-être possible de le déterrer de la mémoire de M. Charrington avec la bonne approche. « Qui t'a appris ça ?» demanda-t-il. « Mon grand-père. Il me la racontait quand j'étais petite fille. Il a été vaporisé quand j'avais 8 ans. En tout cas, il a disparu. Je me demande ce que c'est un citron, ajouta-t-elle en changeant de sujet. J'ai déjà vu des oranges. C'est une sorte de fruit rond avec une peau épaisse. Je me souviens des citrons, dit Winston. Il y en avait plein dans les années 50. Ils étaient si acides que ça faisait serrer les dents rien qu'à les sentir. Je suis sûre qu'il y a plein de bêtes derrière ce tableau, dit Julia. Je le décrocherai pour y passer un bon coup de propre, un de ces jours. Je suppose que c'est bientôt l'heure qu'on se quitte. Je dois commencer à nettoyer ce maquillage. Fais chier, j'enlèverai le rouge à lèvres de ton visage après. Winston resta sur le lit encore quelques minutes. La pièce s'assombrissait. Il se tourna vers la lumière et perdit son regard dans le presse-papier en verre. Le plus infiniment intéressant n'était pas le morceau de corail, mais l'intérieur du verre lui-même. Il y avait une telle profondeur, et pourtant il était presque transparent, comme l'air. C'était comme si la surface du verre avait été la courbure du ciel, encapsulant un monde minuscule avec son atmosphère. Il eut l'impression de pouvoir y entrer, et même qu'il y était, avec le lit en acajou et la table à rabat, et l'horloge, et la gravure en métal, et le presse-papier lui-même. Le presse-papier était la pièce dans laquelle il se trouvait, et le corail était la vie de Julia et la sienne, figée dans une sorte d'éternité au cœur du cristal.
Chapitre 5. Sim avait disparu. Un matin, il ne s'était pas présenté au travail. Quelques inconscients avaient commenté son absence. Le lendemain, personne ne le mentionna. 3 jours après, Winston se rendit à l'entrée du département des archives pour examiner le panneau d'affichage. Sur une des feuilles était imprimée la liste des membres du comité du jeu d'échecs, dont Sim avait été membre. Elle était presque exactement comme elle avait toujours été. Rien n'avait été barré, mais elle était plus courte d'un nom. C'était suffisant. Sim avait cessé d'exister. Il n'avait jamais existé. La chaleur était étouffante dans le labyrinthe du ministère. Les pièces sans fenêtres et à l'air conditionné conservaient leur température normale. Mais à l'extérieur, les trottoirs brûlaient sous les pieds et l'odeur du métro aux heures de pointe était absolument nauséabonde. Les préparatifs de la semaine de haine battaient leur plein, et le personnel de tous les ministères faisait des heures supplémentaires. Il fallait organiser tous les défilés, les assemblées, les parades militaires, les discours, les statues de cire, les films, les programmes de télécran, ériger des tribunes, construire des emblèmes, imaginer des slogans, écrire des chansons, propager des rumeurs, truquer des photographies. L'unité de Julia au département des fictions avait dû arrêter la production de romans pour produire en urgence une série de pamphlets remplis d'atrocités. Winston, en plus de son travail ordinaire, passait de longues périodes chaque jour à passer en revue les archives du Times pour altérer et embellir les articles qui seraient cités dans les discours. Tard la nuit, quand des foules turbulentes de prolos arpentaient les rues, l'atmosphère de la ville devenait étrangement fébrile. Les missiles s'écrasaient plus souvent que jamais, et parfois, au loin, il y avait d'énormes explosions que personne ne pouvait expliquer et qui étaient la source des rumeurs les plus folles. La nouvelle chanson qui serait l'hymne de la semaine de haine, elle s'appelait le chant de haine, avait déjà été composée et diffusée sans relâche sur les télécrans. Elle avait un rythme sauvage et agressif, qui ne pouvait pas vraiment être considéré comme de la musique, mais ressemblait au battement d'un tambour. Hurlée par des centaines de voix au son des claquements de bottes, elle était terrifiante. Les prolos l'appréciaient particulièrement, et dans leurs sorties nocturnes, elle entrait en concurrence avec la toujours populaire « C'était un amour impossible ». Les enfants des Parsons la jouaient inlassablement jour et nuit avec un peigne et un rouleau de papier toilette. Les soirées de Winston étaient plus remplies que jamais. Des escouades de volontaires emmenés par Parsons préparaient la rue pour la semaine de haine, assemblant des banderoles, peignant des affiches, érigeant des mâts pour les drapeaux sur les toits et tendant périlleusement des câbles en travers de la rue pour accrocher des bannières. Parsons se vantait que rien que la résidence de la Victoire arborerait 400 mètres de pavoisement. Il était dans son élément et gai comme un pinson. La chaleur et le travail manuel lui avaient même donné un prétexte pour enfiler à nouveau ses bermudas et ouvrir sa chemise le soir. Il était partout à la fois, poussant, tirant, sciant, martelant, improvisant, enhardissant tout le monde de ses exhortations camaradesques et suintant du moindre repli de sa peau ce qui semblait être un flot inépuisable de transpiration âcre. Une nouvelle affiche recouvrait soudain Londres. Elle n'avait aucun texte et représentait simplement la monstrueuse silhouette d'un soldat eurasien de 300 ou 400 mètres de haut, s'élançant avec son insondable visage mongol et ses énormes bottes, une mitraillette sur ses hanches pointée vers l'avant. D'où que vous regardiez l'affiche, le canon du fusil, exagéré par la perspective, semblait vous tenir en joue. Elle avait été placardée sur tous les espaces libres de tous les murs, surpassant même en nombre les portraits de Tonton. Les prolos, normalement indifférents à la guerre, étaient chauffés à blanc pour les faire entrer dans l'une ou de leurs périodes de frénésie patriotique. Comme pour s'accorder au sentiment général, les missiles avaient tué plus de monde que d'habitude. Un d'eux était tombé sur un cinéma bondé de Stepney, ensevelissant des centaines de victimes sous les gravats. Toute la population avoisinante s'était regroupée pour une longue marche funéraire qui avait duré des heures, en profitant pour exprimer leur indignation. Une autre bombe était tombée sur un terrain vague qui servait d'aire de jeu, et plusieurs dizaines d'enfants furent réduits en miettes.
Il y eut davantage de manifestations furieuses, des effigies de Goldstein furent brûlées, des centaines d'affiches du soldat eurasien furent arrachées et jetées au feu, et plusieurs boutiques furent pillées dans l'agitation. Puis, une rumeur avait circulé prétendant que des espions dirigeaient leurs missiles grâce à des ondes radio, et un vieux couple suspecté d'être d'origine étrangère avait péri dans l'incendie de leur maison. Dans la pièce au-dessus de la boutique de M. Charrington, quand il pouvait y aller, Julia et Winston s'étendaient côte à côte sur le lit défait sous la fenêtre ouverte, nus pour rester frais. Leur âne n'était pas revenu, mais les punaises s'étaient horriblement multipliées avec la chaleur. Ça ne semblait pas avoir d'importance. Sale ou propre, la pièce était le paradis. Dès qu'ils arrivaient, ils saupoudraient tout de poivre acheté au marché noir, arrachaient leurs vêtements et faisaient l'amour, leur corps transpirant, s'endormant, puis se réveillant pour découvrir que les punaises s'étaient regroupées et se préparaient pour la contre-attaque. Ils se retrouvèrent 4, 5, 6, 7 fois même pendant le mois de juin. Winston avait cessé de boire du gin à toute heure, il semblait ne plus en avoir besoin. Il avait grossi, son ulcère s'était résorbé, laissant seulement une tache brune au-dessus de la cheville. Ses quintes de toux matinales étaient passées. La vie avait cessé d'être intolérable. Il ne ressentait plus les pulsions de faire des grimaces au télécran ou de hurler des insanités. Maintenant qu'ils avaient une cachette sûre, presque un foyer, se voir irrégulièrement ou pour quelques heures seulement ne semblait même plus être une épreuve. Ce qui était important était que la pièce au-dessus de la brocante existât. Savoir qu'elle était là, intacte, était presque comme y être. La pièce était un univers, une poche du passé où les animaux éteints pouvaient se rendre. M. Charrington, songea Winston, était un autre animal éteint. Il s'arrêtait souvent pour discuter quelques minutes avec M. Charrington en montant les escaliers. Le vieil homme semblait ne jamais sortir, ou très rarement, alors qu'il n'avait presque pas de clients. Il menait une existence spectrale entre la petite et sombre boutique et la cuisine encore plus petite où il préparait ses repas et qui contenait, entre autres, un gramophone incroyablement ancien avec un énorme pavillon. Il semblait heureux de pouvoir parler. Errant au milieu de ces objets sans valeur, avec son long nez, son épais lorgnon, ses épaules voûtées dans sa veste de velours, il ressemblait plus à un collectionneur qu'un marchand. Avec une sorte d'enthousiasme éteint, il pointait telle ou telle babiole, un bouchon de bouteille en porcelaine, le couvercle peint d'une tabatière cassée, un médaillon de pacotille contenant une mèche de cheveux d'un bébé mort depuis longtemps. Sans jamais demander à Winston de l'acheter, mais au mieux de l'admirer. Discuter avec lui était comme écouter le tintement d'une boîte à musique usée. Il avait extirpé des confins de sa mémoire d'autres morceaux de comptines oubliés. Il y en avait une à propos de 80 merles, une autre à propos d'une vache à la corne tordue, et une autre à propos de la mort du pauvre Cock Robin. « Je pense que ça va vous intéresser, » disait-il avec un petit rire gêné avant de présenter un nouveau morceau. Mais il ne parvenait pas à se remémorer plus que quelques vers à chaque comptine. Ils savaient tous les deux, et d'une certaine façon ça ne quittait jamais leur esprit, que la situation actuelle ne pourrait pas durer longtemps. Quelquefois, la mort leur semblait aussi palpable que le lit sur lequel ils se trouvaient, et ils s'enlaçaient dans une sorte de sensualité désespérée, comme une âme damnée, s'accrochant à son dernier moment de plaisir alors que l'horloge s'apprêtait à sonner la fin. Mais d'autres fois, ils avaient un sentiment non seulement de sécurité, mais également de pérennité. Tant qu'ils seraient dans cette pièce, ressentaient-ils, aucun mal ne pourrait leur arriver. Il était difficile et dangereux de s'y rendre, mais la pièce en elle-même était un sanctuaire. C'était comme quand Winston avait plongé son regard au cœur du presse-papier, avec le sentiment qu'il serait possible de pénétrer dans un monde de verre, et qu'une fois dedans, le temps pourrait être arrêté. Ils s'abandonnaient souvent à ces rêveries d'évasion. Leur chance durerait éternellement. Ils continueraient ainsi leur romance pour le restant de leurs jours. Ou Catherine décéderait, et par de subtiles manœuvres, Winston et Julia parviendraient à se marier. Ou ils se suicideraient ensemble. Ou ils disparaîtraient, se transformeraient pour ne pas être reconnus, apprendraient à parler avec l'accent prolo,
trouverait du boulot dans une usine et vivrait anonymement dans une ruelle. Ce n'était que chimère, ils le savaient tous les deux. En réalité, il n'y avait aucune évasion possible. Même le projet le plus réaliste, le suicide, il n'avait pas l'intention de le réaliser. S'accrocher jour après jour, semaine après semaine, vivant un présent sans futur, semblait un instinct indépassable, comme un poumon prend le prochain souffle tant qu'il y a de l'air. Parfois, il discutait aussi de s'engager dans une rébellion active contre le parti, mais sans savoir comment faire le premier pas. Même si la légendaire fraternité était une réalité, la difficulté de la contacter subsistait. Il lui raconta l'étrange intimité qui existait ou semblait exister entre lui et O'Brien, et la pulsion qu'il ressentait parfois d'aller à sa rencontre, de lui annoncer qu'il était ennemi du parti et de lui demander son aide. Curieusement, à Julia, cela ne sembla pas être une action inconsidérée. Elle avait d'habitude de juger les personnes à leur visage, et il lui parut naturel que Winston eût confiance en O'Brien sur la foi d'un regard échangé. Elle considérait en plus que tout le monde ou presque détestait en secret le parti et enfreindrait les règles si c'était possible sans risque. Mais elle refusait de croire qu'une opposition organisée et de grande envergure existât ou pût exister. Les fables à propos de Goldstein et son armée souterraine, disait-elle, n'étaient que des conneries que le parti avait inventées pour ses propres besoins et que vous deviez prétendre croire. D'innombrables fois, au rassemblement du parti ou lors de manifestations spontanées, elle avait hurlé pour réclamer l'exécution de personnes dont elle n'avait jamais entendu le nom et dont elle ne croyait pas un mot de leurs supposés crimes. Au procès public, elle avait pris sa place dans les détachements de la Ligue de la jeunesse qui l'entouraient la cour du matin au soir, scandant régulièrement « Mort aux traîtres ». Pendant les 2 minutes de haine, elle dépassait tous les autres en criant des insultes contre Goldstein. Et pourtant, elle n'avait quasiment aucune idée de qui était Goldstein et des doctrines qu'il était supposé représenter. Elle avait grandi après la Révolution et était trop jeune pour se souvenir des batailles idéologiques des années 50 et 60. Un mouvement politique indépendant lui était inconcevable. Le parti existait dans tous les cas, invincible. Il existerait toujours et serait toujours le même. Vous pouviez seulement vous rebeller par une désobéissance secrète, ou, au mieux, par des actes de violence isolés, comme tuer quelqu'un ou faire exploser quelque chose. D'une certaine façon, elle était bien plus lucide que Winston, et bien moins sensible à la propagande du parti. Il mentionna une fois en passant la guerre contre Eurasia. Elle s'étonna en lui disant que pour elle, la guerre n'avait pas lieu. Les missiles qui tombaient tous les jours sur Londres étaient probablement tirés par le gouvernement d'Océania lui-même, juste pour garder les gens dans la peur. C'était une idée qui ne lui avait pas littéralement traversé l'esprit. Elle éveilla aussi en lui une sorte de jalousie, en lui racontant que, pendant les 2 minutes de haine, sa plus grande difficulté était de se retenir d'éclater de rire. Mais elle ne questionnait les enseignements du parti que quand il touchait d'une manière ou d'une autre à sa propre vie. Elle était souvent prête à accepter la mythologie officielle, simplement parce que la différence entre la réalité et le mensonge ne lui semblait pas importante. Elle croyait, par exemple, l'ayant appris à l'école, que le parti avait inventé les avions. Pendant sa scolarité, se souvenait Winston, à la fin des années 50, c'était seulement les hélicoptères que le parti soutenait avoir inventés. Quelques dizaines d'années plus tard, quand Julia avait été à l'école, il se réclamait déjà de l'avion. Encore une génération, et il se réclamerait de la machine à vapeur. Et quand il lui dit que les avions avaient existé avant sa naissance et bien avant la Révolution, le fait lui sembla complètement inintéressant. Après tout, qu'est-ce que ça changerait de savoir qui avait inventé les avions ? Ce fut un plus grand choc pour lui de découvrir au détour d'une remarque qu'elle ne se souvenait pas qu'Océania, 4 ans plus tôt, avait été en guerre contre Estasia et en paix avec Eurasia. Certes, elle considérait la guerre comme une imposture, mais elle n'avait apparemment pas remarqué que l'ennemi avait changé de nom. « Je croyais qu'on avait toujours été en guerre contre Eurasia, » dit-elle vaguement. Cela l'effraya un peu. L'invention des avions datait de bien avant sa naissance, mais le changement de la guerre n'avait eu lieu que 4 ans plus tôt, bien après qu'elle fût devenue adulte. Il se disputa avec elle sur le sujet pendant peut-être un quart d'heure. À la fin, il parvint à la forcer à se remémorer jusqu'à ce qu'elle se souvînt vaguement qu'à un moment, Estasia et non Eurasia avaient été l'ennemi. Mais pour elle, ça n'avait aucune importance.
Mais on s'en fout, non? Dit-elle impatiemment. C'est juste une putain de guerre après une autre, et tout le monde sait que les infos sont que des mensonges de toute façon. Il lui parlait parfois du département des archives et les falsifications éhontées qu'il commettait. Cela ne semblait pas l'horrifier. Elle ne ressentait pas l'abîme s'ouvrir sous ses pieds à la pensée de mensonges devenant réalité. Il lui raconta l'histoire de Jones à Aronson et Rutherford et le morceau de papier qu'il avait momentanément eu entre les mains. Cela ne la troublait pas. Au début, en effet, elle n'avait pas compris l'intérêt de l'histoire. « C'était des amis à toi ?» demanda-t-elle. « Non, je les ai jamais connus. C'étaient des membres du parti intérieur. Et puis, ils étaient bien plus âgés que moi. Ils appartenaient à l'ancien temps, avant la Révolution. Je les connaissais juste de vue. »« Alors pourquoi tu t'en fais pour eux? Des gens sont tués tout le temps, non ?» Il essaya de lui faire comprendre. C'était un cas exceptionnel. C'était pas juste question de quelqu'un qui se fait tuer. Est-ce que tu réalises que le passé, chaque jour, est en réalité aboli? S'il survit quelque part, c'est dans quelques objets concrets, qu'ils ne sont attachés à des mots comme ce morceau de verre-là. On ne sait déjà quasiment plus rien de la Révolution et des années avant la Révolution. Chaque archive a été détruite ou falsifiée. Chaque livre a été réécrit, chaque tableau a été repeint, chaque statue et chaque rue a été renommée. Chaque date a été altérée. Et ce processus se répète jour après jour, minute après minute. L'histoire s'est arrêtée. Rien n'existe, sauf un présent infini où le parti a toujours raison. Je sais, bien sûr, que le passé a été falsifié, mais il ne sera jamais possible pour moi de le prouver, même si je fais la falsification moi-même. Une fois que c'est fait, il n'y a plus de preuves. La seule preuve est dans mon esprit, et je ne peux pas être certain que d'autres êtres humains partagent mes souvenirs. Une seule fois dans toute ma vie, j'ai eu une preuve concrète, après les événements, des années après. Et ça a servi à quoi? À rien, parce que je l'ai jetée quelques instants après. Mais si ça arrivait de nouveau aujourd'hui, je la garderais. Eh bien, pas moi, dit Julia. Je suis prête à prendre des risques, mais pour des choses qui en valent la peine, pas pour un vieux bout de journal. Qu'est-ce que tu en aurais fait si tu avais pu le garder? Sans doute pas grand-chose, mais c'était une preuve. Elle aurait pu semer le doute ici ou là, à supposer que j'ose la montrer à quiconque. Je ne pense pas qu'on puisse changer quoi que ce soit pendant notre vie, mais on peut imaginer des petits nœuds de résistance se former ici ou là, des petits groupes de personnes se regroupant ensemble et devenant de plus en plus importants, laissant même quelques traces derrière eux pour que la génération suivante puisse poursuivre là où ils se sont arrêtés. La génération suivante ne m'intéresse pas, Trésor. Je m'intéresse à nous. Tu n'es qu'une rebelle sous la ceinture, lui dit-il. Elle trouva cette impertinence brillante et l'enlaça de plaisir. Elle n'avait pas le moindre intérêt pour les ramifications de la doctrine du parti. Dès qu'il commençait à parler des principes de Langsock, du double pense, de la transformation du passé et du déni de la réalité objective, et à utiliser des mots de nouvelle langue, elle devenait ennuyée et confuse, et disait qu'elle ne prêtait jamais attention à ce genre de choses. On savait que c'était des conneries. Pourquoi se faire du souci pour ça? Elle savait quand applaudir et quand huer, et c'était tout ce qui comptait. S'il persistait à parler de ces sujets, elle avait la manie déconcertante de s'endormir. Elle faisait partie de ces personnes qui pouvaient s'endormir n'importe quand et dans n'importe quelle position. En lui parlant, il réalisa que c'était facile de donner l'apparence de l'orthodoxie tout en n'ayant aucune idée de ce que l'orthodoxie impliquait. D'une certaine façon, la vision du monde du parti imprimait le mieux sur les personnages incapables de la comprendre. On pouvait leur faire accepter toutes les violations les plus flagrantes de la réalité parce qu'ils ne réalisaient pas complètement l'énormité de ce qu'on leur demandait et ne s'intéressaient pas suffisamment aux événements publics pour s'en rendre compte de ce qu'il se passait. Par manque de compréhension, ils demeuraient sains d'esprit. Ils avalaient simplement tout, et ce qu'ils avalaient ne leur faisait pas de mal puisque ça ne laissait aucun résidu, comme un grain de maïs passerait sans être digéré dans le corps d'un oiseau. Chapitre 6. C'était enfin arrivé. Le signal tant attendu s'était produit. Il lui sembla qu'il avait attendu toute sa vie. Il marchait dans le long couloir du ministère et se trouvait presque là où Julia lui avait glissé le papier dans la main quand il réalisa que quelqu'un de plus grand que lui marchait juste dans son dos. La personne, qui qu'elle fût, toussa légèrement,
visiblement pour s'apprêter à parler. Winston s'arrêta brusquement et se retourna. C'était O'Brien. Ils se retrouvaient enfin face à face, et la seule envie semblait être de s'enfuir. Son cœur battait violemment. Il aurait été incapable de parler. O'Brien, quant à lui, avait poursuivi son mouvement et posa un instant une main amicale sur le bras de Winston, si bien qu'ils marchaient maintenant tous les deux côte à côte. Il commença à parler avec cette courtoisie solennelle, particulière, qui le différenciait de la majorité des membres du parti intérieur. « Cela fait longtemps que j'espérais avoir l'opportunité de te parler, dit-il. Je lisais un de tes articles en nouvelle langue dans le Times l'autre jour. Tu cultives un intérêt expert pour la nouvelle langue, me semble-t-il. » Winston avait retrouvé un peu de sa contenance. « Pas vraiment expert, répondit-il. Je ne suis qu'un amateur. Ce n'est pas mon domaine. Je n'ai jamais rien eu à voir avec la fabrication de la langue. »« Mais tu l'écris très élégamment, dit O'Brien. Ce n'est pas que ma propre opinion. Je parlais récemment à un de tes amis qui est lui-même un expert. Son nom m'échappe pour le moment. » À nouveau, le cœur de Winston tressaillit douloureusement. Il était inconcevable que cela ne fût pas autre chose qu'une référence à Sim. Mais Sim n'était pas seulement mort, il était aboli. Une non-personne. Toute référence l'identifiant aurait été funestement dangereuse. La remarque d'O'Brien avait manifestement été pensée comme un signal, un nom de code. En partageant un petit acte de crime-pense, il les avait transformés tous les deux en complices. Il avait continué à marcher lentement le long du couloir, mais O'Brien s'était maintenant arrêté. Avec la curieuse et désarmante gentillesse qu'il parvenait toujours à insuffler dans ce geste, il réajusta ses lunettes sur son nez. Puis, il poursuivit. « Ce que je voulais vraiment dire, c'est que j'ai remarqué que dans ton article, tu as utilisé 2 mots qui sont devenus obsolètes. Mais cela est très récent. As-tu regardé la 10e édition du dictionnaire de nouvelle langue ? » « Non, répondit Winston. Je ne pense pas qu'il y ait déjà été distribué. On utilise toujours la 9e au département des archives. La 10e édition n'est pas prévue pour apparaître avant plusieurs mois, il me semble, mais quelques copies préliminaires circulent déjà. J'en ai une. Peut-être que cela t'intéresserait de la regarder. Avec grand plaisir, répondit immédiatement Winston, devinant où cela menait. Certaines nouvelles évolutions sont délicieusement ingénieuses. La réduction du nombre de verbes devrait t'intéresser au plus haut point, je pense. Voyons voir. Dois-je t'envoyer un messager avec le dictionnaire ? Mais j'ai bien peur d'oublier ce genre de choses comme à mon habitude. Peut-être pourrais-tu venir le chercher à mon appartement à un moment de ta convenance ? Attends, laisse-moi te donner mon adresse. Il se tenait devant un télécran. Avec une légère nonchalance, O'Brien fouilla 2 de ses poches et sortit un petit carnet en cuir et un porte-plume doré. Immédiatement sous le télécran, tourné de façon à ce que quiconque surveillant de l'autre côté ait pu voir ce qu'il écrivait, il griffonna une adresse, arracha la page et la tendit à Winston. « Je suis chez moi le soir, d'ordinaire. Si ce n'est pas le cas, mon domestique te donnera le dictionnaire. » Il partit, laissant Winston avec le morceau de papier en main, sans avoir cette fois besoin de le dissimuler. Néanmoins, il mémorisa précautionneusement ce qui y était écrit, et plusieurs heures plus tard le jeta dans le trou de mémoire avec une masse d'autres papiers. Il n'avait parlé que quelques minutes tout au plus. Cet épisode ne pouvait avoir qu'une seule signification. C'était un moyen détourné pour que Winston obtînt l'adresse d'O'Brien. C'était nécessaire, car, à moins de demander directement, il était impossible de savoir où quiconque habitait. Il n'existait aucun annuaire. « Si jamais tu veux me voir, voici où tu peux me trouver, » lui disait O'Brien. Peut-être même y aurait-il un message dissimulé quelque part dans le dictionnaire. Mais, en tout cas, une chose était sûre. La conspiration dont il avait rêvé existait, et il en avait atteint une périphérie. Il savait que tôt ou tard il obéirait aux injonctions d'O'Brien. Peut-être demain, peut-être bien plus tard. Il n'était pas certain. Ce qui arrivait n'était que la conclusion d'un processus qui avait démarré des années plus tôt. Le premier pas avait été une pensée secrète, involontaire.
Le second avait été l'ouverture du journal intime. Il était passé des pensées aux mots, et maintenant des mots aux actions. Le dernier pas le mènerait au ministère de l'amour. Il l'avait accepté. La fin était contenue dans le commencement. Mais c'était effrayant, ou plus précisément, c'était comme un avant-goût de la mort, comme être un peu moins vivant. Même quand il avait parlé avec O'Brien, quand le sens des mots l'avait pénétré, un frisson glacial avait envahi son corps. Il avait eu la sensation de descendre dans l'humidité d'une tombe, et ce n'était guère réconfortant, car il avait toujours su que la tombe était là, et l'attendait. Chapitre 7. Winston s'était réveillé les larmes aux yeux. Julia, endormie, roula contre lui, murmurant quelque chose ressemblant à « Qu'est-ce qu'il y a ?» « J'ai rêvé de... » commença-t-il, avant de s'arrêter. C'était trop complexe pour être décrit en quelques mots. Il y avait le rêve en lui-même, et il y avait le souvenir qui y était attaché, qui avait submergé son esprit juste après son réveil. Il s'allongea, les yeux clos, toujours envahi de l'atmosphère de son rêve. C'était un rêve vaste, lumineux, dans lequel sa vie entière semblait s'étirer devant lui comme un paysage un soir d'été après la pluie. Il avait eu lieu entièrement dans le presse-papier en verre, mais la surface du verre était la courbure du ciel, et à l'intérieur tout était saturé d'une douce lumière où l'on pouvait distinguer des horizons infinis. Le rêve s'était aussi retrouvé dans, et en un sens, avait consisté en un geste du bras de sa mère, le même geste refait 30 ans plus tard par la femme juive qu'il avait vue dans le film d'actualité tentant de protéger le petit garçon des balles avant que les hélicoptères ne les pulvérisassent tous les deux. « Est-ce que tu sais, dit-il, que jusqu'à présent, je croyais avoir tué ma mère ?» « Pourquoi tu l'as tuée ?» répondit Julia, à moitié endormie. « Je ne l'ai pas tuée, pas physiquement. » Il s'était remémoré dans son rêve sa dernière vision de sa mère, et peu après son réveil, l'amas de petits événements l'entourant lui revint. C'était un souvenir qu'il avait dû délibérément sortir de sa conscience pendant des années. Il n'était pas certain de la date, mais il n'avait pas pu avoir moins de 10 ans, peut-être 12, quand c'était arrivé. Son père avait disparu quelque temps plus tôt. Il ne se souvenait pas quand. Il se souvenait mieux de l'atmosphère difficile et bruyante de l'époque. Les paniques fréquentes à cause des raids aériens et les abris dans les stations de métro, les tas de gravats partout, les proclamations inintelligibles placardées au coin des rues, les gigantesques files d'attente devant les boulangeries, les rafales intermittentes de mitraillettes au loin, et par-dessus tout, le fait qu'il n'y avait jamais assez à manger. Il se souvenait des longs après-midi passés avec les autres garçons à fouiller les poubelles et les piles de détritus, ramassant les tiges de feuilles de choux, les pelures de pommes de terre, parfois même des morceaux de croûte de pain rassis desquels il retirait délicatement les cendres. Et aussi à attendre le passage de camions qui passaient par une certaine route et qui étaient connus pour transporter de la nourriture pour bétail, et desquels, quand il soubresautait par-dessus les nids de poules de la chaussée, s'échappaient parfois quelques morceaux de tourteaux de graines. Quand son père disparut, sa mère n'exprima aucune surprise ou violent chagrin, mais son attitude changea subitement. Elle sembla devenir complètement apathique. Il était évident même à Winston qu'elle attendait un événement qu'elle savait survenir. Elle faisait tout ce qui était nécessaire, elle cuisinait, nettoyait, rapiéçait, faisait le lit, passait la serpillière, époussetait la cheminée. Toujours très lentement et avec une étrange économie de mouvement, comme le mannequin d'un artiste qui bougerait de son propre chef. Les larges formes de son corps semblaient naturellement tendre vers l'immobilité. Pendant des heures, elle restait presque immobile sur le lit, allaitant sa petite sœur, un petit enfant malade de 2 ou 3 ans, très silencieuse, au visage rendu simiesque par la maigreur. Très occasionnellement, elle prenait Winston dans ses bras et le pressait contre elle pendant un long moment, sans rien dire. Il était conscient, malgré sa jeunesse et son égoïsme, que c'était d'une certaine manière relié à la chose jamais mentionnée qui surviendrait bientôt. Il se souvenait de la pièce dans laquelle il vivait, sombre,
sentant le renfermer, qui semblait à moitié rempli par un lit à la couverture matelassée blanche. Il y avait un brûleur à gaz dans le garde-feu, une étagère sur laquelle il gardait la nourriture, et sur le palier, un évier en céramique brune, commun à plusieurs pièces. Il se souvenait du corps monumental de sa mère se penchant au-dessus du gaz pour remuer quelque chose dans une casserole. Par-dessus tout, il se souvenait de cette faim permanente et des batailles épiques et sordides au repas. Il harcelait sa mère, lui demandant encore et encore pourquoi il n'y avait pas plus de nourriture. Il lui criait, il lui fulminait dessus. Il se souvenait même du ton de sa voix, qui commençait à muer prématurément et tonnait parfois d'une façon particulière. Ou il tentait un numéro larmoignant de pathos pour obtenir plus que sa part. Sa mère était parfaitement prête à lui donner plus que sa part. Elle trouvait normal que lui, le garçon, ait la plus grosse portion. Mais plus elle lui en donnait, plus il lui en réclamait. À chaque repas, elle le suppliait de ne pas être égoïste et de se souvenir que sa petite sœur était malade et avait aussi besoin de manger. Mais c'était inutile. Il criait de rage quand elle arrêtait de le servir. Il essayait de lui arracher la casserole et la louche des mains. Il prenait des morceaux dans le plat de sa sœur. Il savait qu'il affamait les deux autres, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Il lui semblait même que c'était son droit de le faire. La faim hurlant dans son ventre semblait le justifier. Entre les repas, si sa mère n'y prenait pas garde, il pillait la misérable réserve de nourriture sur l'étagère. Un jour, une ration de chocolat fut distribuée. Il n'y en avait pas eu depuis des semaines ou des mois. Il se souvenait très précisément que ce précieux petit morceau de chocolat, c'était un morceau de 2 onces. Il parlait encore en onces à ce temps-là, à partager entre eux 3. Il était évident qu'il dut être divisé en 3 parts égales. Soudain, comme s'il écoutait quelqu'un d'autre, Winston s'entendit exiger d'une voix tonitruante qu'on lui donnât tout le morceau. Sa mère lui dit de ne pas être trop gourmand. Il y eut une longue dispute, épuisante, interminable, faite de cris, de gémissements, de pleurs, de remontrances, de marchandages. Sa petite sœur, agrippée à sa mère de ses 2 mains, exactement comme un bébé singe, le regardait par-dessus son épaule de ses grands yeux tristes. À la fin, sa mère brisa 3/4 du chocolat et les donna à Winston, donnant l'autre quart à sa sœur. La petite fille le prit et le regarda bêtement, ne sachant sans doute pas ce que c'était. Winston l'observa pendant un moment, puis d'un vif mouvement, il arracha le morceau de chocolat de la main de sa sœur et s'enfuit par la porte. « Winston! Winston! » cria sa mère derrière lui. « Reviens! Rends à ta sœur son chocolat! » Il s'arrêta, mais il ne revint pas. Les yeux anxieux de sa mère étaient rivés sur son visage. Même si maintenant il y pensait, il ne savait pas ce qui était sur le point de survenir. Sa sœur, consciente qu'on lui avait volé quelque chose, pleurnichait faiblement. Sa mère passa son bras autour de l'enfant et pressa son visage contre sa poitrine. Quelque chose dans son geste lui dit que sa sœur mourait. Il se tourna et s'enfuit dans les escaliers, le chocolat commença à fondre dans ses doigts. Il ne revit plus jamais sa mère. Après avoir dévoré le chocolat, il se sentit un peu honteux et erra dans les rues pendant plusieurs heures, jusqu'à ce que la faim le ramena chez lui. Quand il revint, sa mère avait disparu. Cela devenait déjà normal à l'époque. Rien ne manquait dans la pièce, sauf sa mère et sa sœur. Il n'avait pas pris de vêtements, pas même le manteau de sa mère. À ce jour, il ne savait pas avec certitude si sa mère était morte. Il était tout à fait possible qu'elle eût simplement été envoyée dans un camp de travail forcé. Quant à sa sœur, elle avait dû être envoyée, comme Winston, dans une des colonies pour enfants sans abri. On les appelait Maison de la Seconde Chance, qui s'était développée suite à la guerre civile, où elle avait pu être envoyée au camp de travail avec sa mère, ou simplement abandonnée quelque part pour mourir. Le rêve était toujours vif dans son esprit, particulièrement le geste enveloppant et protecteur du bras dans lequel tout son sens semblait contenu. Son esprit retourna à un autre rêve, 2 mois plus tôt. De la même manière que sa mère était assise sur le lit blanc miteux, l'enfant agrippé à elle, elle était assise sur le bateau qui coulait, loin en contrebas, et coulait plus profondément à chaque instant, mais le regardait toujours à travers les eaux sombres. Il raconta à Julia l'histoire de la disparition de sa mère.
Sans ouvrir les yeux, elle se retourna pour se mettre dans une position plus confortable. « Je me doutais que tu devais être une sale petite ordure à l'époque, murmura-t-elle. Tous les enfants sont des ordures. Oui, mais le vrai sens de cette histoire, c'est que... À sa respiration, il était évident qu'elle allait se rendormir. Il aurait aimé continuer à parler de sa mère. Il ne supposait pas, de ce qu'il se souvenait d'elle, qu'elle avait été une femme extraordinaire, encore moins intelligente. Et pourtant, elle avait possédé une certaine noblesse, une sorte de pureté, simplement parce que la ligne qu'elle observait lui était personnelle. Ses pensées étaient les siennes et ne pouvaient pas être altérées de l'extérieur. Elle n'aurait pas envisagé qu'une action sans effet devint donc sans intérêt. Si vous aimiez quelqu'un, vous l'aimiez, et quand vous n'aviez rien d'autre à lui donner, vous lui donniez toujours de l'amour. Quand le dernier morceau de chocolat eut disparu, sa mère avait enveloppé l'enfant dans ses bras. C'était inutile, ça ne changeait rien, ça ne produisait pas plus de chocolat, ça n'empêchait pas la mort de l'enfant ou la sienne. Mais il lui semblait naturel de le faire. La femme, réfugiée sur le bateau, avait aussi couvert le petit garçon de ses bras, ce qui était aussi inutile contre des balles qu'une feuille de papier. C'était terrible, mais le parti vous persuadait que la moindre pulsion, le moindre sentiment était sans importance, tout en vous privant de tout pouvoir sur le monde matériel. Une fois entre les griffes du parti, ce que vous ressentiez ou ne ressentiez pas, ce que vous faisiez ou ne vous absteniez de faire, ne faisait littéralement aucune différence. Quoi qu'il arrivât, vous disparaîtriez, et l'on n'entendrait plus jamais parler de vous ou de vos actions. Vous seriez proprement extrait du cours de l'histoire. Et pourtant, aux personnes de seulement 2 générations plus tôt, cela ne leur aurait pas semblé si important, puisqu'elles n'essayaient pas d'altérer l'histoire. Elles étaient gouvernées par des loyautés personnelles qu'elles ne remettaient pas en question. Ce qui comptait, c'étaient les relations individuelles, et un geste absolument sans importance, une caresse, une larme, une parole prononcée à un mourant, pouvait avoir de la valeur en lui-même. Les prolos, réalisaient-ils soudain, étaient restés dans cette condition. Ils n'étaient pas loyaux à un parti ou à un pays, ou à une idée. Ils étaient loyaux les uns envers les autres. Pour la première fois de sa vie, il ne méprisa pas les prolos, ou ne les considéra pas simplement comme une force inerte qui un jour reprendrait vie et régénérerait le monde. Les prolos étaient restés humains. Ils ne s'étaient pas durcis intérieurement. Ils avaient conservé les émotions primitives qu'il avait dû réapprendre de lui-même par un effort conscient. Et en pensant cela, il se souvint, sans raison apparente, comment quelques semaines plus tôt il avait vu une main arrachée sur la chaussée, et qu'il l'avait jetée dans le caniveau, comme si ça avait été une tige de chou. « Les prolos sont des êtres humains, dit-il tout haut. Nous ne sommes pas humains. » Pourquoi pas, demanda Julia, qui s'était de nouveau réveillée. Il réfléchit un instant. « Est-ce que tu t'es déjà dit, demanda-t-il, que la meilleure chose à faire pour nous serait simplement de sortir de là avant qu'il ne soit trop tard et ne plus jamais se revoir? » Oui, Trésor, je me suis déjà dit ça plusieurs fois, mais je vais pas le faire. Ça change rien. On a eu de la chance, dit-il, mais ça pourra pas durer longtemps. Tu es jeune, tu as l'air normale et innocente. Si tu restes loin des gens comme moi, tu pourras rester vivante pendant encore 50 ans. Non, j'y ai déjà pensé. Ce que tu fais, je le ferai. Et sois pas trop pessimiste. Je suis plutôt douée pour rester vivante. On sera peut-être ensemble pour encore 6 mois, 1 an. On sait pas. À la fin, on est sûr d'être séparés. Tu réalises quand on devra être seul? Quand ils nous attraperont, il n'y aura rien, littéralement rien que l'on pourra faire l'un pour l'autre. Si je confesse, ils te tueront, et si je refuse de confesser, ils te tueront aussi. Rien que je puisse faire ou dire ou m'empêcher de dire ne retardera ta mort de plus de 5 minutes. Aucun de nous deux ne saura même si l'autre est vivant ou mort. Nous devons être absolument sans aucun pouvoir. La seule chose qui compte, c'est que nous ne nous trahissions pas, même si ça ne fait pas la moindre différence. Si tu veux dire confesser, dit-elle, on le fera, t'inquiète pas. Tout le monde confesse toujours. Tu peux pas y échapper. Ils te torturent.
Je veux pas dire confesser. La confession n'est pas une trahison. Ce que tu dis ou fais n'a pas d'importance. Seuls les sentiments comptent. S'ils arrivaient à me faire arrêter de t'aimer, ça serait de la vraie trahison. Elle réfléchit à la question. Ils peuvent pas faire ça, dit-elle finalement. C'est la seule chose qu'ils peuvent pas faire. Ils peuvent tout te faire, dire, tout. Mais ils peuvent pas t'y faire croire. Ils peuvent pas entrer en toi. Oui, dit-il, un peu plus optimiste. Oui, c'est vrai. Ils peuvent pas entrer en toi. Si tu peux ressentir que rester humain est important, même quand ça ne peut avoir aucun résultat, tu les as battus. Il songea au télécran et son écoute permanente. Ils pouvaient vous espionner nuit et jour, mais si vous gardiez tout au votre tête, vous pouviez toujours les ruser. Malgré toute leur ingéniosité, ils n'avaient jamais réussi à percer le secret permettant de savoir ce que pensait un autre être humain. Peut-être était-ce moins vrai quand vous étiez entre leurs mains. Personne ne savait ce qu'il se passait au ministère de l'amour, mais il était facile de deviner. Torture, drogue, délicats instruments mesurant vos réactions nerveuses, dégradation progressive par privation de sommeil et mise en isolement, interrogatoire continuel. Les faits, en tout cas, ne pourraient pas être dissimulés. Ils pourraient être retrouvés par les enquêtes, ils pourraient être obtenus par la torture. Mais si le but n'était pas de rester vivant, mais de rester humain, quelle différence cela ferait-il finalement? Il ne pourrait pas altérer vos sentiments. Vous ne pourriez de toute façon pas les altérer vous-même, même si vous les vouliez. Il pourrait mettre à nu le moindre détail de vos actions, de vos paroles ou de vos pensées. Mais le cœur profond, dont le fonctionnement vous était mystérieux à vous-même, resterait imprenable.